Avant d'attaquer le cœur de ton programme de seconde, je vais faire quelques rappels de collège pour être sûr que tu aies les bases de compréhension. J'ai rajouté un timecode si tu veux passer cette partie et aller directement à la loi des nœuds et la loi des mailles, même si je te le déconseille assez fortement. Pour réaliser un circuit électrique, on doit donc disposer d'au moins 3 choses. Premièrement, un générateur. Son rôle étant de mettre en mouvement les électrons et donc de créer le courant électrique. Deuxièmement, un récepteur, c'est-à-dire une résistance, un moteur, une lampe, une diode, ou tout un tas d'autres choses. Et enfin, des fils pour faire le lien entre tout ça. Bien sûr, il s'agit ici du cas le plus simple de circuit que tu peux rencontrer, mais on peut en réaliser des bien plus compliqués. On peut par exemple ajouter plusieurs récepteurs, plein de fils, des interrupteurs, etc. Mais là, ça dépasse clairement ce qu'on attend de toi au lycée. Dans ce chapitre, et de manière générale si tu continues à faire de la physique, on va utiliser quelques mots de vocabulaire que tu dois bien connaître. Je vais très souvent te parler de dipôle. Ça, c'est un composant électrique quelconque qui possède 2 bornes. Les plus courants qu'on va rencontrer, ce sera un interrupteur, ouvert ou fermé, une lampe, une diode, ou une résistance par exemple. Puisqu'on va rencontrer la loi des nœuds, du coup on va devoir parler de nœuds. Ça sera une connexion entre plusieurs branches du circuit et donc entre plusieurs fils. Donc si on le dit autrement, c'est une connexion entre au moins 3 dipôles. Et puisqu'on a aussi la loi des mailles, on va aussi parler de mailles. Ça c'est un chemin fermé dans ton circuit. C'est donc une boucle que tu peux fermer avec des fils. Alors attention, cette boucle elle ne contient pas nécessairement de générateur. Par exemple sur le circuit ci-dessous, les points A et B sont des nœuds du circuit. Ici on les repère très facilement car ils mènent vers 3 dipôles différents que j'ai différenciés avec 3 couleurs différentes pour que ce soit plus visible pour toi. Jaune, bleu ciel et orange. Alors attention, comme tu le vois sur le montage qui correspond à droite, ça ne veut pas dire qu'il y a réellement autant de fils lorsque tu réalises le montage. Comme tu le vois, les fils jaunes n'existent en réalité pas. Ce ne sont que des artifices que j'ai utilisés sur le schéma pour rendre plus visibles les nœuds. Je dois aussi te donner un autre point d'alerte directement. Quand tu vas réaliser des exercices, tu vas parfois avoir des circuits électriques avec de nombreuses lettres qui peuvent laisser croire que ton circuit électrique est plein de nœuds électriques. C'est parfois le cas, mais souvent, des nœuds ont été rajoutés exprès pour faciliter la lecture. Mais dans les faits, ils ne correspondent pas à des nœuds de ton circuit. C'est par exemple le cas ici des points C et D, qui sont en réalité situés en plein milieu d'un fil électrique. Ce ne sont donc pas des nœuds d'un point de vue électrique. Tu vois d'ailleurs ici que si on utilise mes codes couleurs et qu'on part du point C, on n'a pas 3 couleurs, mais une seule, du bleu ciel. Donc, ce ne peut pas être un nœud électrique. Ici, tu n'as que 2 nœuds électriques, les points A et B. Les points C et D ne sont pas des nœuds électriques. Concernant les mailles, je te rassure, c'est beaucoup plus intuitif à comprendre. Si tu peux faire un tour complet du circuit en suivant un chemin, t'as trouvé une maille. Par exemple, ici on a une maille en orange. Ou encore ici en bleu ciel, on a une autre maille. Et oui, car comme je l'ai déjà dit, une maille, ça ne contient pas forcément le générateur du circuit. Et enfin, pour être complet, ici on peut trouver une 3e maille du circuit. Celle qui fait le tour complet. Sur ce circuit, c'est d'ailleurs tout. On n'a que 3 mailles possibles. Lorsque tu réalises un circuit, tu as essentiellement 2 possibilités pour associer tes dipôles. La première d'entre elles, c'est le montage en série. Dans ce cas-là, les dipôles sont au sein d'une même maille et ne sont donc pas séparés par un nœud. C'est ici le cas de la résistance et de la lampe que j'ai entourée en orange. On constate bien que les deux sont situés entre les 2 mêmes nœuds. Les dipôles sont donc en série. Le deuxième type de montage, c'est le montage en parallèle. On dit aussi en dérivation. Dans ce cas-là, les dipôles ont leurs 2 bornes qui sont connectées aux 2 mêmes nœuds. C'est ici le cas des 2 résistances numéro 1 et numéro 2 qui ont des nœuds en commun. Pour pouvoir les identifier correctement, j'ai colorié en jaune et en orange les fils qui permettent de remonter jusqu'à chacun de ces nœuds. Et tu vois que leurs 2 bornes sont communes. Et enfin, on termine les rappels avec les notions d'intensité et de tension. Concernant l'intensité, dans un circuit, c'est le générateur qui met en mouvement les électrons qui sont chargés négativement. Mais encore une fois, attention, on a bien envie de dire que puisque les électrons sont chargés négativement, ils vont être attirés par la borne positive, et c'est vrai, mais on représente le courant par une flèche qui va de la borne plus vers la borne moins, à l'extérieur du générateur, donc dans l'autre sens. Ça c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant électrique. Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce que lorsqu'on a découvert l'électricité, on ne connaissait pas l'électron, et donc pas le signe de sa charge. On avait une chance sur 2 de choisir le bon sens. Et il faut croire que ceux qui ont choisi ont mal choisi. Du coup, c'est resté et je pense que c'est pas prêt de changer. L'intensité est donc exprimée en ampères et de symbole I. On la mesure avec un ampèremètre que l'on branche toujours en série. La tension électrique, elle, est une grandeur qui caractérise une différence d'état électrique entre 2 points d'un circuit.
Si on fait une analogie avec un barrage hydraulique, l'intensité, ça pourrait être le débit d'eau. Plus l'intensité est grande, plus le débit d'électrons est grand. Et la tension, la hauteur de chute. Plus ça tombe de haut, plus la différence de potentiel est élevée, plus la tension est élevée. On va exprimer la tension grand U en volts, que l'on va noter grand V. On mesure la tension avec un voltmètre que l'on branche en dérivation aux bornes d'un dipôle. Sois vigilant, le voltmètre se branche en dérivation et l'ampèremètre en série. Sinon, ton appareil risque de ne pas apprécier du tout. Donc si jamais tu as un peu d'électricité à réaliser en TP, il faut vraiment faire attention lorsque tu réalises cette opération. On va représenter les tensions par des flèches en utilisant une convention d'écriture algébrique. Ça, c'est un gros mot qui veut dire que le sens, ça va compter. L'orientation des flèches, elle est donc très importante. Dans le cas d'un générateur, on va placer la flèche pour qu'elle soit dans le même sens que le courant électrique. Mais dans le cas d'un dipôle récepteur passif, typiquement une résistance ou une lampe, la flèche sera dans le sens contraire au courant électrique. Alors pourquoi faire ça ? Parce qu'en faisant ceci, les tensions représentées seront des valeurs positives. Et que ça nous arrange pas mal. Mais garde à l'esprit que les tensions sont des grandeurs algébriques. Aussi on peut bien les avoir représentées dans un sens ou dans l'autre au final. Ici, UAB est égal à moins UBA. Dernier point, quand tu places la flèche, si elle part de B et pointe vers A, alors il s'agit de la tension UAB. On écrit toujours en premier le point d'arrivée. On en arrive au cœur du sujet, la loi des nœuds. Même si je pense que le rappel qu'on vient de faire, il n'a pas été inutile pour la plupart d'entre vous. Tu peux voir la loi des nœuds qui va être écrite de différentes manières, même si dans le fond, tout découle du fait que la quantité d'électrons qui circulent dans le circuit, elle se conserve. Aussi, si on se place à un nœud, la somme des intensités des courants entrants est égale à la somme des intensités des courants sortants. Par exemple, ici on a un nœud. On a les courants I1 et I2 qui sont entrants, et les courants I3 et I4 qui sont sortants. Et la loi des nœuds, elle nous permet d'écrire l'égalité suivante. I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. D'ailleurs, la loi des nœuds, elle nous permet de déduire directement que dans une maille, vu qu'il n'y a pas de nœud, l'intensité reste toujours la même. Prenons le cas d'un circuit complet. On se place au niveau d'un nœud A. On pourra alors utiliser la loi des nœuds pour écrire l'égalité I1 est égal à I2 plus I3. On a une intensité entrante, I1, et deux intensités sortantes, I2 et I3. La loi des nœuds, elle pourra être très utile si on cherche à déterminer la valeur d'une intensité inconnue en connaissant la valeur des deux autres par exemple. Bref, cette loi est une des bases de l'électricité. Alors j'ai bien dit une des bases parce que maintenant on va voir la loi des mailles qui est tout aussi utile. Cette fois-ci, la loi des mailles, elle nous dit que la somme des tensions des dipôles le long d'une maille, elle est égale à 0 volts. Pour l'utiliser, tu devras donc au minimum savoir repérer les mailles, et le plus simple, c'est encore de voir un cas concret ensemble. Pour ça, prenons le circuit ABCF, qui contient seulement une pile et une résistance. L'ensemble du circuit forme bien une maille. Si on part du point A et qu'on fait le tour complet du circuit, on a donc une maille, et la tension UAA est égale à 0 volts, d'après la loi des mailles. À partir de cette étape, on pourra utiliser la loi d'additivité des tensions, ça revient à ajouter des points intermédiaires le long de ta maille, pour décomposer la tension en plusieurs tensions le long de ton circuit. Ça, c'est une petite astuce qu'il faut vraiment que tu saches reproduire. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on remarque qu'ici, UAF mesure la tension entre les points A et F, c'est-à-dire sur un fil électrique. Et la tension d'un fil électrique, c'est en première approximation 0 volts. On écrit donc 0 volts. Pareil pour UCB. On a également un fil électrique, donc 0 volts. On obtient donc UFC plus UBA est égal à 0 volts. Alors ok, ici on retrouve un résultat avec relativement peu d'intérêt, mais en imaginant des circuits plus compliqués et en couplant judicieusement loi des mailles et loi des nœuds, on est capable de déterminer la valeur de beaucoup d'inconnus dans des circuits relativement complexes. Il faut aussi savoir que les dipôles ont des courbes caractéristiques tension-courant qui sont différentes. C'est-à-dire que si on connaît la valeur de leur tension, on est en mesure de déterminer la valeur de leur intensité, et vice-versa à partir d'une courbe qui les caractérise. La plus simple d'entre elles, et la plus connue aussi, elle a même un nom spécifique, et c'est la loi d'Ohm. C'est une relation qui s'applique spécifiquement aux bornes d'une résistance et qu'on retient avec la formule U est égal à RI. Avec U qui est égal à la tension aux bornes de la résistance, R qui est égal à la valeur de la résistance en ohm, et I qui est égal à l'intensité qui traverse la résistance en ampères. Cette relation, tu dois bien sûr la connaître par cœur. Autrement dit, aux bornes d'une résistance, il existe une relation de proportionnalité entre l'intensité et la tension, et la pente est donnée par la valeur de la résistance. Mais la loi d'Ohm, c'est donc une loi caractéristique qui s'applique uniquement aux résistances.
Concernant les autres dipôles, d'autres caractéristiques tension-courant vont s'appliquer. Elles vont à chaque fois être spécifiques au type de dipôle que tu vas rencontrer. Par exemple, pour une lampe, la courbe caractéristique ressemblera plutôt à ceci. Et pour un générateur, on aura plutôt une courbe qui va ressembler à ça. Alors autant tu dois connaître la loi d'Ohm, autant pour les autres dipôles, on te fournira tout ce qu'il faut. Et si jamais tu dois exploiter une courbe caractéristique, la seule chose que tu as à savoir, c'est que ça existe et à quoi ça correspond. Et justement, si jamais ça t'arrive, comment on utilise une courbe de ce type? Ces courbes caractéristiques, elles permettent de déterminer ce qu'on appelle des points de fonctionnement. Il s'agit en réalité tout simplement d'un point précis de la courbe que tu vas trouver en connaissant l'intensité pour en déduire la tension. Par exemple, si ma lampe est traversée d'une intensité de 50 mA, j'en déduis donc qu'elle a une tension de 5 volts. Ou alors, à l'inverse, tu vas en déduire l'intensité en connaissant la tension. Par exemple, si mon générateur a une tension de 9 volts, j'en déduis qu'il débite une intensité de 100 mA. Ces courbes de caractéristiques sont des contraintes imposées par les équipements dont tu disposes. Si ça ne te convient pas, il faut en changer ou modifier ton circuit. Un capteur électrique, c'est un appareil qui est capable de transformer une grandeur physique en un signal électrique. Les grandeurs physiques mesurées par nos appareils modernes sont vraiment très variées. Pression, température, intensité lumineuse, débit d'air ou d'eau, vitesse, pour ne citer que les plus courants. Autour de toi, tu es littéralement noyé par des capteurs électriques. Ce sont eux qui régulent le chauffage de nos maisons, nos dispositifs médicaux, l'électronique de nos voitures, nos téléphones, bref, la plupart de nos technologies. Sans eux, on ne saurait vraiment plus rien faire. Et pour passer de mesure de grandeur physique à signal électrique, on peut par exemple utiliser un capteur électrique résistif. Un des plus simples, c'est ce qu'on appelle la thermistance. Et ça a pour propriété d'avoir sa résistance qui varie en fonction de la température. Et on va notamment pouvoir utiliser cette propriété pour en déduire la valeur de la température en mesurant sa résistance. Alors l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faudra au préalable avoir réalisé une courbe d'étalonnage. Mais bon, l'avantage, c'est que le constructeur va te la fournir, et qu'une fois que tu l'as, tu n'as plus besoin de la faire, elle est valable tout le temps pour ce type de thermistance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On mesure en temps réel la résistance dans notre circuit, on reporte avec un logiciel quelconque sur la courbe, et on en déduit la température mesurée. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que tu peux faire vraiment très simplement chez toi. Pour quelques dizaines d'euros, par exemple, tu peux acheter des kits Arduino et réaliser des dispositifs de ce type chez toi. Il existe des tutos vraiment très bien faits sur internet, et c'est vraiment accessible. En y consacrant quelques dizaines d'heures d'apprentissage, on peut vraiment arriver à faire des trucs assez sympas. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.